Boganda meurt en mars 1959. Les conditions de sa mort ne sont pas encore très bien élucidées, mais la vie continue. Et dans cette vie qui continue, la lutte entre l'UDDA de l'abbé Fulbert Youlou et le MSA-PPC, la lutte là continue. Parce qu'entre-temps, Kikungangot, qui était au Parti socialiste africain, au mouvement socialiste africain, crée son propre parti et met en alliance avec le MSA de Jacques Opango. Et quand la majorité bascule, parce que chaque fois nous disons que c'est lorsque Yambo, député de l'alliance MSA, quitte le MSA pour rallier Fulbert Youlou, c'est ce jour-là que la majorité bascule. Mais la majorité n'est pas que d'une voix, parce qu'en même temps que Yambo quitte le MSA, il y a Itoa Henry, membre du MC et du MSA, qui lui aussi quitte le MSA et se rallie à Fulbert Youlou. Malheureusement, le jour du vote, Itoa n'a pas été autorisé à participer au vote. Donc, en fait, Youlou a une majorité de 2 voix. Et la lutte avec son compère Opango continue jusqu'au moment où, quand il s'agit de se prononcer pour aller à l'indépendance seul ou à plusieurs, Youlou propose un référendum pour que le Nord-Congo, qui soutient Opango, ne fasse plus partie de la République du Congo. Et Opango, qui voit la manœuvre, refuse l'organisation du référendum. Il se rallie à Fulbert Youlou et le voilà qui devient vice-président de la République. Mais Opango est un homme sérieux et un homme fidèle à ses engagements. Et lorsque, en 1963, Youlou sera prisonnier des syndicalistes et des foules contre lui, Opango, qui n'était pas là, qui arrive, on lui dit, non, toi tu peux rentrer chez toi. Opango dit, moi je suis un homme fidèle, je suis vice-président de la République, je dois rejoindre mon président. Et voilà Opango qui rentre au palais comme pour se constituer prisonnier au même titre que l'abbé Fulbert Youlou, qui était son président. Donc c'est pour dire que Opango est un homme sérieux et un lutteur, parce que Opango a fait la prison pour avoir soutenu Matou André lors de son procès. Donc, vous voyez comment la lutte se mène dans le pays. Et aujourd'hui, qu'on nous parle d'ethnocentrisme, qu'on nous parle de tribalisme exacerbé, mais regardons les régimes qui nous ont précédés, nous verrons bien que c'était des régimes nationaux. L'abbé Fulbert Youlou avait autour de lui Zakete de la Bouenza, Satou du Grand Nyari, Bazinga de la Likwala, Okomba Faustin de l'actuelle cuvette ouest, Ganjon Prosper des Plateaux. Donc on ne peut pas dire que c'était un régime ethnocentriste. Massamba Deba avait des gens de tous les autres coins du pays. Et aujourd'hui, qu'on nous parle de l'oyocratie. Mais dans l'oyocratie, vous avez qui? Premier ministre Isidore Mvouba, ministre d'État Tati Louta, qui est du Kouilou. Et vous avez qui? Jean-Martin Mbemba, qui est du Poul. Donc, on peut multiplier les exemples pour dire que
aucune formation ethnique. Là, j'empiète un peu sur le sujet que mon frère Henri va traiter tout à l'heure. Mais personne ne peut dire que les régimes qui se sont succédés au Congo n'ont pas fait la part belle à toutes les ethnies, même si c'est au niveau des bureaucraties tribales, mais au moins nous pouvons dire que toutes les ethnies étaient partie prenante de ces pouvoirs-là. Même le pouvoir de Pascal Lissouba que nous avons traité de pouvoir ethnocentriste le plus avéré, mais là aussi, nous retrouvons Stéphane Maurice Bongonwara, ministre d'État, nous retrouvons Ombaka et tant d'autres que nous ne pouvons pas tous citer. Donc c'est pour dire que la paix est une denrée qui nous intéresse tous. Mais il faut que nous sachions dire qu'est-ce que la paix. La paix, ce n'est pas le manque de violence, et le manque de guerre. La paix, c'est aussi le manque de situations qui peuvent amener une explosion sociale. C'est ça la paix. Donc, lorsque nous nous retrouvons ici pour parler de la consolidation de la paix, nous devons toujours avoir en mémoire tous les frères, toutes les sœurs qui sont morts pour la quête de cette paix, pour la quête de cette tranquillité. Et nous devons aussi dire que hier, de leur vivant, ils étaient des ennemis, mais aujourd'hui, ils sont unis dans la mort. Et nous devons, tous tels que nous sommes ici, avoir une pensée pieuse pour eux. Nous devons avoir le courage de leur pardonner, mais nous devons aussi avoir le courage de louer l'action des victimes. Même si nous pardonnons aux bourreaux, nous devons valoriser les victimes et leurs sacrifices. Et avant de poursuivre, je voudrais vous demander de vous lever pour observer 1 minute de silence pour tous nos frères, toutes nos sœurs qui nous ont quittés dans les affrontements fratricides qui ont émaillé l'histoire de notre pays. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Et je voudrais simplement, pour terminer, vous inviter, parce que l'important n'est pas de s'entendre parler. L'important, c'est d'instaurer le débat. Donc, je m'arrête là en attendant que vous puissiez poser les questions sur ce que je viens de vous dire pour qu'ensemble, nous puissions dégager une ligne de conduite pour que tout ce qui s'est passé, parce que depuis les temps coloniaux jusqu'à nos jours, les élections chez nous ont toujours suscité des bagarres. Donc, je voudrais que vous puissiez, ensemble avec nous, poser des questions pour voir comment nous allons cheminer vers une élection présidentielle apaisée. Je vous remercie.